N'est-ce pas, je suis docteur Jean-Charles Leclé, je suis à la clinique Saint-Paul, gynécologue obstétricien, j'ai une activité mixte, on va dire 50% de chirurgie et de l'obstétrique et de la gynécologie médicale. On va parler aujourd'hui de la contraception. Je sais que la contraception elle est essentielle, on va commencer par ça. C'est vraiment très important. J'aimerais dire que en France, en 2023 à peu près, c'est environ 730 000 naissances pour environ 240 000 IVG. D'accord. Donc, la contraception permet une maîtrise. En Martinique, je dirais qu'en France, le ratio est environ de 0,3. En Martinique, un peu plus. En Martinique, l'année dernière, on a à peu près, dans mes souvenirs, 3200 environ naissances, avec quand même 2200 IVG, comme chaque année. Donc, la contraception permet de maîtriser les grossesses, de pouvoir avoir des grossesses désirées. Et aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de gynécologue, mais plutôt, je pense que énormément, encore plus qu'auparavant, de généralistes. Premièrement, parce qu'on est moins nombreux, encore plus en Martinique, et puis aussi parce que vous avez les compétences et que vous êtes au contact des patients, des patientes en tout cas, de manière importante et régulière. On va essayer de balayer la contraception dans son ensemble. Bien sûr, la contraception qu'on connaît tous, la contraception œstrogestative, je dirais que c'est celle que vous présente, qu'on dit la pilule, entre guillemets, qui est celle qui est la plus prescrite, en tout cas. C'est environ 50% à peu près des femmes en âge de procréer ont une contraception de type pilule et œstrogestative. On passera un peu plus de temps là-dessus, parce que c'est elle aussi qui pose problème par rapport aux complications qu'elle peut engendrer. On parlera de la progestative, qui, je pense, vont être une contraception d'avenir, parce qu'en fait, on verra aussi, parce qu'elle a très peu de contre-indications, mais elle est encore un peu, des fois, mal tolérée. On parlera bien sûr du stérilet, et après, on évoquera rapidement de principe les méthodes barrières qui ont une efficacité qui est relativement très limitée à cause d'une utilisation qui est des fois difficile. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite, si je parle trop vite, d'accord, ou s'il y a des questions. Je dirais que la contraception œstroprogestative, on dit œstroprogestative, donc c'est l'association d'un œstrogène et d'un progestatif. L'œstrogène, en fait, dans toutes les contraceptions œstroprogestatives, on n'a que 3 œstrogènes. On a un œstrogène de synthèse, qui est l'éthynylœstradiol, qui en fait compose la majorité des pilules qu'on prescrit, vraiment la grande majorité des pilules qu'on prescrit, pour presque pas toutes, mais presque toutes. Et il y a un œstrogène naturel. On peut avoir un œstrogène naturel, soit le 17-bêta-œstradiol. Il y a très peu de pilules, en effet. On verra un tableau par la suite, et l'estérol également. Et ensuite, forcément, cet œstrogène va associer un progestatif qui peut être de première, deuxième, troisième ou quatrième génération. Et ce progestatif-là, en fait, il détermine la catégorie des pilules, parce qu'on sait que le risque thromboembolique, essentiellement, en tout cas, de la contraception progestative, est déterminé par le type de catégorie. Et en fait, c'est le progestatif, mais pas l'œstrogène qui détermine la catégorie de la pilule. Les progestatifs de première, deuxième, troisième génération sont dérivés de la progestérone. Ce qu'il faut dire, mais on reverra plus tard également, c'est que les progestatifs peuvent avoir une activité androgénique, mais aussi antigonadotrophe. Et l'activité androgénique de cette pilule-là, première, deuxième et troisième génération, peuvent entraîner des effets indésirables, c'est surtout l'acné et la sigorée, qu'on peut même retrouver sur des pilules œstrogestatives. Donc, je sais que la classification des pilules, en fait, ne se fait de la première à la troisième génération, se fait sur les pilules à l'éthynylœstradiol. Les pilules avec la 17-bêta-œstradiol et à l'estérol, en fait, ne sont pas classées, ils sont à part, une classification particulière. Et ce type de progestatif, on va déterminer le type de pilule, parce qu'on reverra l'association du progestatif avec l'éthynylœstradiol qui ne change pas va moduler l'action de la pilule et de l'œstrogène et entraîner l'effet indésirable. Donc, on a d'autres progestatifs. On connaît bien un stade de chloramidiol qui est l'équivalent, mais qui est peut-être associé dans une pilule, qui est l'équivalent tout seul du lutéran.
bien sûr. L'acétate de cyclotérone qu'on retrouve forcément dans la diane. D'accord, le diénogèse qu'on prescrit essentiellement isolé, je parle, pour l'endométriose, et le mégestral, c'est l'uténil qu'on prescrivait auparavant, mais qu'on évite aujourd'hui à cause du risque de méningiome à long terme. Là, sur ce tableau, on voit les différents types de progestatifs et en fait, et leur action. Donc, les premières générations de pilules, on n'en a plus, d'accord, elles ne sont plus commercialisées. Ce sont les premières pilules qui sont arrivées dans les années 50. Et nous, en fait, dans notre pratique, on va être confrontés aux pilules de deuxième et troisième génération, essentiellement. Et puis, essentiellement. Ce qui est important à dire, c'est qu'on voit que les pilules de deuxième et troisième génération ont une activité androgénique. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant qu'on ne possède plus Diane, ça veut dire qu'on a une personne qui a de l'acné, et en fait, c'est que l'effet, en fait, forcément, est obligatoirement modéré, et il faut qu'on aille chercher une activité forcément anti-androgénique avec d'autres types de pilules, donc on verra lesquelles par la suite, qui peuvent nous donner un bénéfice sans forcément augmenter les facteurs de risque cardiovasculaire, d'après certaines études qui ont été publiées récemment. Donc, dans toutes ces pilules sophrogestatives, il y a plusieurs types, bien sûr. On a des pilules monophasiques, c'est quasiment la plupart des pilules qu'on prescrit en soi. On a des pilules multiphasiques. L'avantage, en tout cas, le fait que, en fait, elles ont été mises sur le marché. En fait, le but, c'est d'essayer de diminuer la dose d'œstrogène en soi. Et en fait, en modifiant la dose d'œstrogène en fonction de la période du cycle, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit par exemple la dépale, qui est biphasique. On a le trinordiol, qui est triphasique. On a le triaphémie, il y en a plusieurs. En fait, leur tolérance n'est pas meilleure, mais par contre, le but, c'est d'avoir une dose d'œstrogène moindre. D'accord, mais malgré tout, ça ne diminue pas les risques cardiovasculaires. Il existe, on n'en voit pas beaucoup, il existe une pilule acide étendue. Ça, c'est le C-Zestring. En fait, le principe, c'est une pilule, c'est une plaquette de 91 comprimés. Et que le but de cette pilule, c'est pas dans l'endométriose, c'est avoir une période d'aménorrhée longue. Vous savez que chez les patients qui ont des douleurs, des fois d'endométriose, on peut prescrire un oestrogestatif en continu sur 3 mois pour avoir l'absence de règles, avec une pause d'une semaine. La pause d'une semaine, c'est pour éviter les spottings qu'on a souvent sur la prise d'oestrogestatif au long cours. Et en fait, cette pilule-là, le principe, c'est celui-là, en fait, c'est d'avoir une paquette de 91 comprimés, donc c'est 3 mois, en fait, pour amener ce confort dans des contextes particuliers. Mais en réalité, c'est une pilule qui est très peu prescrite. On peut avoir aussi, en contraception oestrogestative, des pilules d'administration non orale, mais ça c'est quand même un oestrogestatif. C'est ce qu'on voit, ce qu'on connaît le plus, en tout cas, c'est l'Evra. L'Evra, ce sont les patchs, d'accord? Donc, c'est un patch une fois par semaine, avec une pause d'une semaine. Donc, 3 patchs, l'équivalent d'une paquette de 21 comprimés, avec une pause d'une semaine. Il y a aussi l'anneau vaginal, qu'on appelle le Nuvaring, qui est un anneau que la personne met en intravaginal, qu'elle garde pendant 3 semaines, pareil, une semaine de pause, et ensuite on a les règles dans l'intervalle. Comment agit une pilule oestrogestative? En fait, l'effet contraceptif n'est dû qu'à la progestérone. L'effet contraceptif n'est dû qu'à la progestérone, et l'œstrogène sera juste là pour moduler et améliorer la tolérance. Donc, la progestérone va entraîner une inhibition de la croissance des follicules, éviter le pic de LH, pour en fait empêcher l'ovulation. La progestérone va également modifier l'agrégat cervical pour empêcher aux spermatozoïdes en fait de franchir le col. D'accord? Donc en fait, on va avoir
une glaire, en tout cas un climat vaginal, un équilibre vaginal qui va être impropre et qui va empêcher le spermatozoïde d'évoluer. Et puis aussi, on va avoir une modification de l'endomètre qui devient impropre à la navigation, qu'on connaît lorsqu'on prescrit les progestatifs seuls, finalement. Donc ça veut dire un endomètre qui va vouloir s'atrophier, mais qui va être équilibré par l'estrogène. Donc l'estrogène, lui, il va permettre une stabilisation de l'endomètre pour éviter les saignements non prévus, ce qu'on a, bien sûr, lorsqu'on utilise les progestatifs seuls dans certaines pilules, on en reparlera. Et en fait, il va permettre de provoquer les hémorragies d'équilibration à des intervalles réguliers. Donc en gros, on peut dire que l'effet contraceptif, c'est la progestérone, l'œstrogène qui va permettre d'amener l'équilibre, et en fait qui améliore la tolérance. En fait, en réalité, c'est le bénéfice des pilules œstroprogestatives par rapport aux pilules progestatives seules. Mais par contre, on verra ensuite que par contre, les effets indésirables, surtout les risques thromboemboliques, sont dus forcément à l'œstrogène. L'efficacité est excellente. On sait que l'efficacité des contraceptifs sont évalués par l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, qui est le nombre de grossesses non planifiées, divisé par le nombre de mois que la personne utilise la contraception, multiplié par 1200. En gros, on va dire que c'est le nombre de grossesses observées pour 100 femmes qui utilisent leur contraception pendant 1 an. Plus l'indice de Pearl est bas, plus l'efficacité est importante et l'efficacité de la pilule œstroprogestative est excellente. On a 0,5%. Ça, c'est l'indice de Pearl théorique, mais en réalité, l'observance des pilules en soi, habituellement, n'est pas souvent très bonne. On a 18% d'oubli dans les études et malgré tout, on peut avoir 8% de grossesse sur la première année, faut qu'il diminue ensuite, parce qu'ensuite, il y a une routine qui se crée et l'observance est meilleure en fait lorsqu'on passe la première année de pilule. Raison pour laquelle on a aujourd'hui dans notre arsenal de prescription des pilules avec des plaquettes de 28 comprimés. Par exemple, il y a l'IU, par exemple, qui c'est le cas, on a Optidril, bref. Il y a des pilules œstroprogestatives avec des plaquettes de 28 comprimés. Les 7 comprimés sont placebos, mais ça permet aux patients d'avoir une meilleure observance, surtout pour les jeunes filles, en fait, justement, pour éviter les oublis, éviter d'oublier sa pilule à la reprise. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Ah, excusez-moi, non. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main. Il y a des questions? Ou écrire sur le chat. Bon. Pour le moment. On va avancer. Non, pas de questions. Le principal problème des pilules œstroprogestatives, ce sont les risques de complications vasculaires, veineuses ou artérielles, on va en parler. Et la plus fréquente, c'est le risque bien sûr de thrombose veineuse profonde. Le problème, c'est que on prescrit une contraception à des patients qui sont jeunes souvent, et on peut considérer qu'il est intolérable, mais malgré tout, on n'a pas le choix, en fait, d'avoir des complications potentiellement graves chez des personnes relativement jeunes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, seuls les œstrogènes vont être à l'origine des complications donc, vasculaires, parce que les œstrogènes vont avoir une action directe sur la coagulation. Les œstrogènes vont augmenter la synthèse de fibrinogène, de la prothrombine et de différents facteurs de coagulation, dont le 5, le 7, le 8, le 9 et le 10. Il va également diminuer la synthèse des inhibiteurs de la coagulation, dans la cytombine 3, la protéine C et la protéine S. Les progestatifs, en fait, on peut dire finalement, mais les œstrogènes donnent l'effet, mais par contre, la calcification des pilules est due à la progestérone, ce qui peut ne pas paraître logique. Mais en fait, les progestatifs seuls n'ont pas d'effet sur la coagulation, ça c'est une certitude. Mais par contre, ils vont moduler, en fonction du type de progestatif, en fait, il va moduler l'action de l'œstrogène. Et en fait, les études ont montré, on a ce qu'on appelle la
sex hormone binding protein, qui est une protéine qui permet de faire le transport des œstrogènes. Et en fait, c'est-à-dire que le type de progestatif, donc qui va rentrer forcément dans la classification des pilules, va favoriser de manière plus ou moins importante en fait le transport de l'œstrogène et donc va forcément favoriser l'action de l'œstrogène et forcément ses effets indésirables. Et on a remarqué que plus le taux, en fait, le taux en fonction du progestatif, on va avoir des taux en fonction des études de sexe, hormone binding protein plus ou moins élevés, donc forcément avec une action de l'œstrogène et de l'effet indésirable potentiel. Donc, pas d'effet des progestatifs sur la coagulation, pas d'action, mais par contre, ils vont moduler l'action des œstrogènes qui, eux, vont forcément en fait, amener en fait, les complications potentielles des pilules œstrogestatives. Dans ces complications, il y a plusieurs choses, des éléments qui vont favoriser. Après, on verra forcément que lorsqu'on va prescrire une pilule, l'interrogatoire est un élément essentiel. L'âge, forcément, l'âge. En fait, par rapport à une patiente aux patientes qui ont entre 19 et 24 ans, le risque de complications va être multiplié par 2 chez les personnes de 25-30 ans, par 4 chez les 30-35 et par 6,5 lorsqu'elles sont supérieures à 45 ans. Donc ça veut dire que l'âge, tout seul, en fait, associé, va forcément augmenter le risque de thrombose. Forcément, les thrombophilies héréditaires, le déficit de protéine C, protéine S, AT3, forcément, en fait, entraînent un surrisque qui est multiplié par 6 à 7 en fonction des études. Donc, c'est vraiment relativement important. On a remarqué également, il y a plusieurs études qui ont démontré, et c'est quelque chose il faut qu'on y pense, que l'antécédent familial, aussi bien maternel que paternel, thromboembolique, sans thrombophilie, c'est très important ça, sans thrombophilie, va augmenter le risque thrombotique, multiplié par 3. C'est-à-dire qu'une patiente qui a sa maman qui a fait une phlébite sous pilule, sans thrombophilie, qui a fait une phlébite en postpartum, a un risque sous pilule thromboembolique qui est augmenté. Et donc ces patientes-là, on verra plus tard, c'est des patientes pour lesquelles, en fait, il faut éviter forcément les contraceptions, si on peut, progestatives, aller vers soit des stérilets, soit vers des contraceptions progestatives simples. On sait aussi que le tabac, très important, va augmenter le risque de thrombose. Le tabac multiplie par 2, en fait, le risque de thrombose chez une patiente sans contraception, tout simplement. Mais par contre, lorsqu'il y a une contraception orale, ça va nous multiplier notre risque de thrombose par 9. C'est quand même relativement important. Même si ça ne reste pas une contre-indication forcément à la prescription, mais malgré tout, on se rend compte que c'est un surrisque qui n'est pas négligeable. Ce tableau est intéressant parce qu'il nous montre en fait, donc là, il nous montre le risque de phlébite, en fait, de thrombose veineuse profonde, d'accord, en fonction du type de contraception. Donc ça veut dire que là, en fait, dans la population générale, le risque de thrombose est de 2 pour 10 000. Donc on voit là, juste là comme ça, on voit absence de contraception hormonale, l'incidence d'une phlébite, on va dire une thrombose veineuse profonde, est de 2 sur 10 000. Et il va passer à 5, 7 sur 10 000 pour les contraceptions de 2e génération. Ce qui est important à dire, c'est que les contraceptions œstrogestatives de 2e génération ont un risque forcément de thrombose profonde, mais ce risque-là est augmenté, quasiment doublé, par les pilules de 3e génération. Ça c'est le LSG, c'est le progestatif, c'est le lévonorgestrel, d'accord. Et en fait,
Ça, c'est dans les stigmates. Et en fait, ces deux progestatifs sont des progestatifs de deuxième génération. On va avoir un risque qui est majoré. Mais par contre, en troisième génération, on a un risque de thrombophilie qui est beaucoup plus important. En conclusion, mais on verra après, c'est-à-dire que les contraceptions de troisième génération ont un risque de thrombophilie beaucoup plus important que celles, comme on le sait, de deuxième génération. Donc forcément, ce sont celles qu'il faut privilégier en première intention. Ce tableau récapitule à peu près les pilules qu'on prescrit de manière habituelle en fonction du type de progestatif. On voit bien, en effet, comme on regardait tout à l'heure, les deuxième génération, d'accord, qui sont les pilules qu'on prescrit de manière classique, avec le dosage en soi hormonal. On verra un tableau après, parce qu'il y a des études qui ont voulu démontrer est-ce que le dosage de l'œstrogène intervenait dans le risque thromboembolique. Donc on regardera ça après. Je dirais qu'on connaît tous très bien Ménidryl, Lilou, forcément qu'on prescrit beaucoup à départ. On est sur des pilules de deuxième génération. Les troisième génération sont arrivées forcément beaucoup plus tard. On remarque que les voies non orales sont aussi également des pilules de troisième génération. Et puis, on en parlera plus tard, on se rappelle, pour ceux qui sont moins jeunes, du scandale de 2012 avec Diane, qui elle est une pilule de quatrième génération et qui a un risque beaucoup plus important forcément que les pilules de deuxième et troisième génération. Je pense qu'en consultation, c'est intéressant, en tout cas moi j'en ai un, d'avoir un petit tableau comme ça, qui permet d'avoir une idée du dosage lorsqu'on doit adapter en fonction des symptômes ressentis par la patiente. Et ça permet quand même d'avoir une vue globale sur ce qu'on prescrit lorsqu'on n'a pas tout en tête, parce qu'il y a énormément de pilules et ce n'est pas toujours évident. Ça, c'est intéressant, c'est une étude qui recherchait, donc c'est très important. Vous remarquerez, je n'ai pas dit, vous remarquerez que, comme j'ai dit au début, que les pilules classées, deuxième, troisième, quatrième génération, sont des pilules qui ont toutes de l'éthylèstradiol. Donc, cette étude a voulu savoir, en fait, est-ce qu'on avait un risque thromboembolique qui se modifiait par rapport au dosage, en fait, du progestatif. Mais en fait, on se rend compte que, certes, les pilules-là, de troisième génération avaient un risque thromboembolique beaucoup plus important, mais finalement, la dose d'œstrogène, en fait, la dose ne joue pas énormément. C'est-à-dire que quand on prescrit une 30 ou une 20, il n'y a pas une modification importante du risque thromboembolique. Par contre, c'est plutôt réellement la progestérone qui intervient. Donc là, on désogestrel, forcément, troisième génération, gestodène, troisième génération, risque plus important que les vonorgestrel. C'est clair? C'est clair? Ah. Je vais revenir juste en arrière pour vous montrer. Vous remarquerez qu'au début, on avait dit qu'il y avait 3 types d'œstrogènes qui composaient les pilules, l'éthylèstradiol de synthèse, et œstrogène naturel, estérol et 17 bêta-œstradiol. On les retrouve là. D'accord? Ces pilules-là ne sont pas classées, en fait, dans la deuxième, troisième, quatrième génération, parce qu'on n'existait que l'éthylèstradiol. Et en fait, ce sont des pilules qui sont relativement récentes, en fait, relativement récentes. Par exemple, Drovelis, c'est 2021. Et en fait, on a voulu savoir quel était le risque potentiel de ces pilules, où est-ce qu'on pouvait les classer. Est-ce qu'elles ont un risque thromboembolique aussi important que les quatrième génération, ou est-ce qu'elles sont équivalentes à des deuxième génération? Il y a très très peu d'études, j'ai essayé de faire la bibliographie, on n'a pas trouvé grand-chose, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc moi, je dirais pour retenir qu'aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, en fait, ces pilules aux oestrogènes naturels ont un risque équivalent à peu près aux pilules de deuxième génération. C'est relativement intéressant parce que, par exemple, moi, on sait que, comme Cléra a une activité anti-androgénique, donc sachant qu'on ne peut plus prescrire à une activité anti-androgénique, donc sachant qu'aujourd'hui on ne prescrit plus de Diane,
lorsque vous avez des patientes qui ont de l'acné et qu'une pilule classique ne suffit pas, l'action anti-androgénique du Cléra va fonctionner. Je trouve que ça marche très bien. Et en plus, on a l'avantage de ne pas avoir, en tout cas, d'après les études récentes, en tout cas, un risque majoré par rapport à une pilule de deuxième génération. On peut avoir aussi, avec les pilules, des complications vasculaires artérielles. Donc, d'un côté, on va dire qu'on a la phlébite, thrombose veineuse profonde, et de l'autre, sur le plan artériel, on a l'infarctus du myocarde et les AVC, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, pas hémorragiques, mais ischémiques. Ces complications sont rares, mais elles sont particulièrement gravissimes, forcément. Particulièrement gravissimes. Elles touchent quasiment tout le temps les femmes de plus de 35 ans et quasiment tout le temps présentant des facteurs de risque. Donc, raison pour laquelle il faut qu'on soit vigilant. Tabac, HTA. Beaucoup d'études ont montré que l'AVC était énormément associé sur les patients qui avaient des migraines avec aura. Les migraines avec aura sont une contre-indication absolue à la prescription d'un traitement œsophagostatif. Contrairement aux phlébites, les risques de complications vasculaires artérielles sont les mêmes, quel que soit le type de pilule, qu'elle soit de deuxième ou troisième génération. Toutes les études n'ont pas trouvé de différence pour ces complications artérielles, je parle, en fait, entre les différents types de pilules. Donc, c'est plutôt l'âge et les facteurs de risque associés et l'œstrogène en sus. Pas de différence entre la deuxième et troisième génération, comme ce qu'on voit avec les thrombophlébite. Les phlébites profondes, plutôt. Le CNIDOF étant le collège des gynécologues obstétriciens, a fait des recommandations sur la prescription des pilules œsophagostative. Donc, c'est un peu embêtant, mais je pense qu'il est très important quand même qu'on les voit ensemble. Donc, on considère qu'il est recommandé d'évaluer l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, antécédents familiaux, thromboemboliques, avant prescription de toute pilule œsophagostative. Bien sûr, interrogatoire et examen clinique. Pas nécessaire, malgré tout, parce que j'ai vu des fois passer des bilans de thrombophilie, pas nécessaire de réaliser un bilan de thrombophilie avant la prescription d'une contraception œsophagostative, si bien sûr pas d'antécédent familial, ça va de soi. Les antécédents familiaux veineux au premier degré, survenus à un âge jeune, ça c'est très important parce qu'on en a beaucoup en fait, c'est vraiment très important. Donc, je vais reprendre les antécédents familiaux veineux au premier degré, survenus à un âge jeune, sont une contre-indication à un œsophagostatif. Et bien sûr, ça reste contre-indiqué, ça c'est évident, chez les patients qui ont une pathologie, un trouble de la coagulation. Autre chose, il est recommandé qu'on commence à prescrire obligatoirement non, puisque c'est une recommandation, une pilule plutôt de deuxième génération, d'accord? Donc on l'a vu dans le tableau, donc c'est des pilules au lévonorgestrel et à l'orgestrel. Voilà. Donc deuxième génération en première intention, très important. Bien sûr, les pilules sont contre-indiquées chez les patients qui ont un facteur de risque artériel. Chez les fumeuses, évaluer, pas de contre-indication absolue, mais à évaluer en fonction des autres facteurs de risque associés, forcément. On conseille, et c'est nécessaire de rechercher lors d'interrogatoire s'il y a des migraines avec aura. Et lorsqu'il y a des migraines, même sans aura, certaines études ont démontré, lorsqu'on fait la littérature, que les migraines, même sans aura, augmentaient quand même le risque d'AVC. Et donc, de ce fait, dans ce cas, on va privilégier plutôt une contraception de type stérilet ou progestative seule.
il est recommandé de ne pas prescrire de surprogestatif chez les femmes souffrant de migraine avec aura ou chez les femmes souffrant de migraine simple ayant un facteur de risque vasculaire. Je ne vais pas vous détailler ce tableau, mais en fait, c'est un tableau qui récapitule toutes les contre-indications des surprogestatives. Elles sont nombreuses. Hein. Si je reprends en gros, c'est antécédents de phélite, ce sont les thrombophilies, bien sûr c'est le cancer du sein, c'est l'hypertension artérielle, les pathologies hépatiques, ça va de soi, vous les connaissez toutes. Hein. Les migraines avec aura, on a suffisamment parlé. C'est les dyslipidémies réelles, surtout un LDL supérieur à 2,2 ou un triglycérides supérieur à 2. Voilà, on ne va pas les refaire, vous les connaissez bien, mais je pense que c'est relativement important parce que on voit beaucoup, en tout cas moi je vois en tout cas des patients de 46 ans sous clinordiol régulièrement, un peu rondes, je ne dis pas obèses, mais en tout cas en surpoids, d'accord. Et en fait, c'est très important malgré tout, je pense qu'on respecte en fait les critères de prescription pour diminuer en tout cas les risques de la contraception surprogestative. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, il faut qu'on les ait en tête, il faut que l'interrogatoire soit bien fait, il faut qu'on soit relativement vigilant. C'est vraiment très important. Passant de plus de 35 ans, d'accord, on peut mettre un surprogestatif, mais malgré tout, vous verrez que ce n'est pas recommandé. Moi, j'ai un logiciel informatique. Quand je prescris un surprogestatif à une personne de plus de 35 ans, le logiciel me dit attention, est-ce qu'on peut pas mettre autre chose, entre guillemets. D'accord? Ce n'est pas une contre-indication, mais en tout cas à éviter en soi. Et si on peut privilégier un stérilet ou un progestatif, en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux. Surpoids, obésité, bien sûr, possible, d'accord? Ce n'est pas de facteur de risque. Tabac, pareil, on a vu que le tabac augmentait le risque par 9, d'accord, par rapport à une patiente sans contraception ou surprogestative. Les antécédents familiaux également sont une contre-indication absolue, familiaux d'IDM, d'AVC et de thrombophélite, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, on a dit. Le diabète, étonnamment, contrairement à ce qu'on pense, le diabète type 1, type 2, le diabète n'est pas une contre-indication absolue à la prescription de traitement surprogestatif, surtout dans le type 1, s'il n'y a pas de complications microangiopathiques et s'il n'y a pas et si c'est un diabète qui est de moins de 20 ans. Mais malgré tout, je pense, moi, dans la pratique, en fait, qu'il faut qu'on évite, en tout cas, de prescrire de surprogestatifs chez des personnes diabétiques, tout simplement parce que l'arsenal aujourd'hui est quand même plutôt grand et qu'on a quand même un surrisque qui est présent. On doit prescrire un surprogestatif si les autres contraceptifs sont mal tolérés, en tout cas, sont mal tolérés, et que finalement, en gros, on va évaluer un rapport bénéfice-risque pour ce patient. Mais en tout cas, pas en première intention, bien qu'il n'y ait pas de contre-indication absolue. Bien sûr, migraine avec aura, contre-indication absolue, migraine sans aura, possible si pas de facteurs de risque. Là, on est sur les facteurs de risque artériels et les facteurs de risque veineux. Pareil, c'est l'âge, le surpoids, l'obésité, les thrombophilies et les antécédents de thrombophilie. Est-ce que c'est tout clair? Merci. Des questions? Des questions? Des questions? Bon, personne. Okay. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, voilà, je voulais juste revenir quand vous parliez des progestatifs, non, des œstrogènes naturels. Vous disiez que les effets. Alors, si vous, parce que c'est vrai que c'est allé rapidement, et le diapo d'après, bon, je voulais écouter. Vous avez dit quoi comme conclusion? Je ne me rappelle plus. En fait, j'ai dit que il n'était pas classé
dans les premières, deuxième, troisième et quatrième générations. Ils étaient à part. D'accord? Ils étaient à part. Et donc, aujourd'hui, bien que en fait, cette pilule soit plutôt récente, donc on a peu d'études, mais on ne trouve pas de surrisque de thromboembolie ni en fait de complications vasculaires aussi bien veineuses et artérielles en fait supérieures à celles de deuxième génération. Est-ce que c'était ça? Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si c'était les deuxième génération ou deuxième génération et les progestatifs seuls. Mais enfin, on n'a pas encore parlé des progestatifs seuls, donc c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Merci beaucoup. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les contraceptions sous-gestatives vont avoir un effet protecteur sur le cancer de l'ovaire, de l'endomètre et du côlon. Toutes les études le retrouvent, ça c'est une certitude. Sur le cancer de l'ovaire, ça diminue de 50% le risque de cancer de l'ovaire, tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de cycles anovulatoires, et donc de ce fait, en fait, il n'y a pas de multiplication cellulaire, et donc on a un effet protecteur sur l'ovaire. Également, un effet protecteur sur l'endomètre, environ pareil, 50%. Sur le cancer de l'endomètre, c'est une certitude, mais par contre, l'effet est beaucoup plus faible sur le cancer du côlon. Sur le cancer du côlon, il y a des études qui pensent que comme au niveau métabolique, on va avoir une diminution des acides biliaires dans la bile, et en fait, de ce fait, ça va avoir un effet protecteur sur le côlon, même si en effet, c'est un effet qui est plutôt modéré. Donc, on va dire effet protecteur sur l'ovaire, certitude, sur le cancer de l'endomètre, certitude, et sur le côlon, de manière modérée, mais également présente. Par contre, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une augmentation du risque du cancer du sein liée aux contraceptions sous-gestatives. Les études, il y a quelques études en fait, lorsque j'ai refait la littérature, quelques études qui retrouvent un risque qui est présent, on va dire avec un risque relatif qui varie en fait des fois 1,24, 1,03, donc c'est une augmentation très modérée du risque, mais par contre, aujourd'hui, on considère malgré tout qu'il y a une petite augmentation du risque du cancer du sein liée à la contraception, je dis bien œstrogestative. Augmentation qui n'est pas vue dans toutes les études, mais malgré tout, c'est une tendance qu'on retrouve. Ce qui est important à dire également, c'est que ce surrisque, c'est un surrisque, diminue à l'arrêt et disparaît 10 ans après l'arrêt de la contraception. Donc, on a un surrisque lié à la contraception, certes, mais par contre, qui disparaît à l'arrêt de manière progressive. Et on considère qu'après 10 ans, les patients retrouvent un risque des patients qui n'avaient pas pris de contraception antérieurement. On trouve deux effets également avec ce type de pilule. On voit des fois l'apparition d'une hypertension artérielle chez 1 à 2% des patientes. Tout simplement parce que les œstrogestatifs vont augmenter la synthèse de l'angiotensinogène, qui va donner l'angiotensine. D'accord? Tout ça favorisé comme d'habitude par l'œstrogène. Donc on peut avoir, même si ça reste rare, une hypertension artérielle qui peut apparaître chez les patients. On a également un effet hépatique avec une augmentation de l'incidence des lithiases et des cholécystites également. On peut avoir, avec la pilule œstrogestative, je parle, en cas d'adénome hépatique ou d'hyperplasie nodulaire du foie, on peut avoir une croissance en fait, de cette tumeur de manière beaucoup plus importante sous œstrogestative. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ces pathologies hépatiques-là sont pas, surtout l'adénome, il y a une contre-indication absolue aux œstrogestatifs. L'hyperplasie nodulaire, il n'y a pas de contre-indication absolue, elle est relative, en fait, il faut privilégier forcément un autre type de contraception. Est-ce que la pilule fait grossir? Toutes les études disent, en tout cas pour les œstrogestatives, a priori non. Mais par contre, elles sont très très difficiles parce que il y a énormément de biais, en fait. Il y a l'activité physique, il y a l'alimentation, il y a. Donc on a vraiment une très grande hétérogénéité chez les patientes et en fait, on n'a pas retrouvé d'effet réellement
on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a une augmentation du poids lorsqu'on met en place une pilule. Ça, je dirais que ce sont les études. Moi, je dirais que lorsqu'on a un traitement, c'est ce que je dis à mes patients, en fait, lorsqu'on a un traitement qui a un effet hormonal, donc ça veut dire qu'il y a une modification obligatoire de la physiologie. Donc, je pense qu'il y a certains patients qui ont une sensibilité particulière, et donc, il faut absolument leur dire, en fait, de faire attention lorsqu'elles commencent le traitement, de faire attention à l'alimentation, de contrôler le poids, parce que c'est vrai qu'on a des patients qui viennent nous voir au bout d'un an de contraception et qui ont pris 10 kilos. Donc, les études ne montrent pas, je dis, en tout cas, l'évidence-based médecine ne considère pas que la pilule eustrogestation entraîne une prise de poids, mais en tout cas, dans notre pratique, je pense que certaines personnes ont une sensibilité de par leur physiologie et on peut considérer qu'il y a un effet qui lui s'est associé. Lorsqu'on a une patiente qui vient en consultation et qu'on va commencer, on va faire la prescription de la pilule, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on va discuter de tous les facteurs de risque, bien sûr, cardiovasculaires, on va rechercher, en fait, le principe c'est de rechercher des contre-indications à la pilule, c'est ça le principe. On va rechercher des contre-indications à la pilule, donc l'hypertension, le diabète, les antécédents familiaux, on va regarder tout ça. Ce qui est important à dire, c'est que l'examen gynécologique n'est pas du tout nécessaire s'il n'y a pas de signe particulier. Je fais, moi, surtout chez les très jeunes, je fais juste la tension artérielle et le poids. Ça permet justement de surveiller, on en parlait juste avant. Mais par contre, pas d'examen clinique, pas d'intérêt en soi, s'il n'y a pas de trouble du cycle particulier ou s'il n'y a pas de pathologie, en tout cas de signe d'appel gynécologique. Le bilan lipidique doit être fait à l'initiation, puis dans les 3-6 mois suivant la prise. Et c'est intéressant, 3-6 mois suivant la prise, c'est intéressant également. Après, la question qui se pose souvent, c'est à quelle fréquence ensuite le renouveler, surveiller. En fait, quasiment toutes les études, et même la recommandation du CNGOF, disent qu'à 5 ans, en l'absence de modification, 5 ans, en l'absence de modification de la prise de poids, si pas de pathologie associée, en tout cas, si la patiente est exactement comme lors de la prescription initiale. Bien sûr, lors de cette consultation, on va discuter, expliquer les effets indésirables potentiels, on va expliquer également la conduite à tenir en cas de guide. Il y a un tableau tout à l'heure qui va récapituler la prise en charge, en tout cas la manière dont la patiente va réagir si un oubli de pilule en fonction du délai, bien sûr. La pilule, lors d'une prise initiale, doit être débutée dans les 5 premiers jours des règles, idéalement le premier jour des règles, bien sûr, ça c'est l'idéal, mais ça peut être commencé dans le premier jour des règles. Mais malgré tout, on peut commencer sa pilule à n'importe quelle période. Lorsque je débute chez les jeunes, en fait, elles peuvent commencer leur pilule en sortant de la consultation, en sachant que, bien sûr, elles ne sont pas protégées, et il faut attendre 7 à 10 jours avant qu'on puisse avoir un rapport non protégé. Mais par contre, la pilule peut commencer à n'importe quelle période du cycle, bien sûr. L'inconvénient, je trouve, en tout cas en pratique, c'est que lorsqu'on commence au milieu du cycle, des fois on peut avoir quand même des petits troubles du cycle avec des petites ménorrhagies, et que des fois on est quand même plutôt embêté pendant un mois et demi, tout simplement. Ce qu'on a beaucoup moins lorsqu'on commence la pilule en début de cycle. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on oublie sa pilule? Si on oublie un fois à 12 heures, on prend son comprimé, même si c'est le même jour, bien sûr, et on reste protégé, donc il n'y a aucun problème. On est protégé si on oublie un fois à 12 heures. Il n'y a pas d'inquiétude. La patiente continue sa plaquette, aucune incidence. Le souci, c'est surtout pour les oublis qui sont supérieurs à 12 heures. Bien sûr, elle prend le comprimé immédiatement. D'accord? Et ensuite, elle reprend son deuxième comprimé à l'heure habituelle. Par contre, si l'oubli a lieu dans les 7 derniers comprimés actifs, il faut enchaîner la plaquette suivante, parce que des fois, on peut avoir des ménorrhagies qui s'installent. Donc, si un oubli dans les 7 derniers comprimés, elle enchaîne la plaquette suivante. Et puis, bien sûr, les rapports doivent être protégés. Ça va de soi.
s'il y a un rapport sexuel dans les 5 jours précédant l'oubli, ou si oubli de plus de 2 comprimés, on peut discuter une contraception d'urgence, on va en parler, ou un DIUQ. Le DIUQ, c'est en gros le but du stérilet, c'est pour remplacer la contraception d'urgence. Parce que le stérilet, on sait que le stérilet peut faire office de contraception d'urgence en cas d'oubli de pilule, mais par contre, je trouve que l'idée est un peu farfelue malgré tout, lorsqu'on prend une pilule. Mais en tout cas, ça reste une option qui est possible. En conclusion, sur les oestrogestatifs, je dirais qu'ils ont une place essentielle, ce sont les pilules qui sont les plus prescrites. Elles ont une excellente tolérance. Elles permettent aux patients également, les pilules de manière générale, de maîtriser leur contraception. Ça veut dire qu'elles l'arrêtent quand elles le veulent, elles peuvent faire des pauses, elles peuvent revenir en fonction de leur activité sexuelle. Par contre, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention, nous, praticiens, à nos prescriptions. C'est vraiment très important par rapport aux complications qui peuvent être potentiellement graves. J'ai mis 2012, parce que 2012, c'est une période où il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, où en fait, il y avait une médiatisation des effets indésirables des pilules qui était très importante. C'était dans tous les magazines féminins, toutes les patientes débarquent en consultation avec leurs pilules qui devaient l'arrêter. C'était vraiment très difficile, mais je pense que, et puis aujourd'hui, tout est reparti comme si de rien n'était, mais je pense qu'aujourd'hui, ça nous a permis en tout cas de faire beaucoup plus attention à notre manière de prescrire et surtout de faire beaucoup plus attention aux indications et surtout aux contre-indications. Et ça a permis, en fait, beaucoup d'études ont montré que lorsque on faisait très attention aux contre-indications, aussi bien formelles que relatives, forcément, on diminue de manière très importante les complications liées à la contraception. Donc je dirais, place essentielle, mais par contre, on fait attention dans la prescription tout simplement parce qu'il y a des complications potentiellement graves chez les patients qui sont souvent très jeunes, forcément. On va parler de la contraception progestative. Les progestatifs sont considérés comme une contraception de deuxième intention. Lorsqu'on a une patiente qui vient en consultation, c'est jamais la première chose qu'on dit si on va mettre un progestatif. Mais pourtant, alors que je me rappelle quand j'étais jeune, on disait que c'était une micropilule, une mini-pilule, mini-dosée. Non, en fait, on disait, parce qu'à l'époque, on constitue le microval, il y avait du microval à l'époque, et en fait, l'efficacité est strictement identique. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui, les études montrent que, en cas d'oubli, la protection est quasiment identique aux oestrogestatifs. On a également, en fait, nombreuses modalités d'administration, on en parlera, on a les pilules, on a l'implant, on a le stérilet, on a les injections. On a très peu de contre-indications, mais malgré tout, l'utilisation est limitée et je pense que il faut, au fur et à mesure, je pense qu'on va petit à petit modifier nos modes de prescription, bien que la tolérance, en fait, est quand même pas toujours très bonne. On a dit tout à l'heure, pour les oestrogestatifs, que l'effet contraceptif était dû à la progestérone, donc c'est la même chose. Donc on a encore l'effet contraceptif qui est dû à la progestérone. Donc la progestérone va diminuer l'ovulation, pareil, comme dans les pilules oestrogestatives. Également modification de la glaire cervicale et de l'endomètre. Donc on va avoir une diminution de la production de glaire, épaississement et augmentation de la viscosité de cette glaire qui vont altérer la pénétration des spermatozoïdes. On va avoir également une inhibition de la transformation de l'endomètre qui va entraver l'implantation de l'œuf. On va avoir également une diminution du péristaltisme tubaire et de la motilité civière. Ça, c'est en théorie, mais c'est des choses qu'on ne remarque pas.
raison pour laquelle on en parlera après. Il y a très longtemps, on disait que les progestatifs seuls augmentaient le risque de grossesse extra-utérine, ce qui n'est pas réel en fait dans toutes les études récentes. Ces effets, forcément, vont varier en fait en fonction obligatoirement du type de progestatif, de la dose et du mode d'administration. Donc, tous les progestatifs ne vont pas agir, vont avoir cet effet-là, mais de manière plus ou moins importante, raison pour laquelle on a des effets indésirables qui varient, bien sûr. Je disais qu'il y avait plein de modalités. Donc, bien sûr, on a de la voie orale, le désogestrel qu'on connaît, désogestrel, c'est désogestrel, optimisette qu'on connaît bien. Le lévonorgestrel qui est surtout utilisé en contraception d'urgence. On a l'implant sous-cutané qu'on dit le Nexplanon, d'accord, qui est valable de 3 ans. On a les stérilets. Aujourd'hui, on n'a pas 2 stérilets, j'ai mis 2 stérilets. On a 3 stérilets. On a le Mirena, dosé à 52. On a le Giles, dosé à 13,5. Et on a le Kilena, qui est dosé à 19,5. Donc, on a 3 stérilets qui sont également des progestatifs. Et puis, on n'utilise jamais, mais en tout cas, ça existe, un progestatif injectable qui est valable 3 mois. Donc, c'est une piqûre qu'on fait à la patiente et ça lui fait une contraception pendant 3 mois. Mais qu'on utilise vraiment très peu. Sauf dans des cas très particuliers, mais c'est vraiment exceptionnel. J'en possède quasiment jamais. Voilà. Mais par contre, il faut savoir que ça existe et que on peut le prescrire théoriquement. Le problème des progestatifs, c'est que les effets indésirables, je dirais que c'est la tolérance, en fait. C'est plutôt la tolérance. On va voir que on a quand même les spotines, les métroragies ou les ménométroragies, comme on dit, et on regarde que sur l'implant, il y a quand même 30% de métroragie, et on est quand même jusqu'à 20% de métroragie à 1 an. C'est-à-dire que une patiente sur 3 saigne pendant le mois, ça c'est pas grave, mais malgré tout, on a quand même une patiente sur 5 qui, au bout d'1 an, a des métroragies persistantes. Et ça, c'est le problème des progestatifs seuls, et en fait, c'est ce qui entraîne souvent l'abandon de cette contraception et des motifs de consultation relativement fréquents. C'est la même chose également pour les stérilets, même si je trouve que ça reste beaucoup plus rare, mais on peut retrouver aussi en effet indésirable les douleurs pelviennes, ça c'est stérilet, les mastodinies, des kystes ovariens également, dû à l'action androgénique. Et aussi, surtout, avec le stérilet, avec l'injection, la forme injectable, il y a une prise de poids quand même qui est retrouvée et qui a même été démontrée sur des études, contrairement aux œstrogestatifs. Par contre, on peut avoir des bénéfices qui, en fait, vont nous amener également à un effet thérapeutique dans certaines pathologies. Par exemple, je pense à l'adénomiose, certaines endométrioses. En fait, c'est l'aménorrhée qui est vraiment, qui lorsqu'elle est complète, amène un bénéfice qui est certain. Mais par contre, on ne retrouve pas toujours, malgré tout. Donc forcément, ça va permettre de diminuer les ménorragies, dans des cas de fibrome, adénomiose, l'hyperplasie endométriale, d'accord, les douleurs forcément. Et puis aussi, on va avoir, tout comme les œstrogestatifs, des effets bénéfiques, en tout cas, sur la diminution du risque de cancer de l'endomètre et de l'ovaire. Mais on en reparlera. Donc, si on doit retenir quelque chose de ce tableau, c'est que effet indésirable des progestatifs, surtout les spotines, surtout les ménométroragies, qui sont quand même un vrai problème et qui nous amènent vraiment beaucoup de consultations et qui entraînent souvent l'arrêt. Là, ce tableau compare 3 progestatifs. On a la forme injectable, on a la forme l'implant et on a le stérilet. J'ai dit, n'est-ce pas, que la forme injectable était valable 12 semaines, bien sûr. L'implant, le Nexplanon,
dure 3 ans et le stérilet, en fonction du dosage, entre 5 et 3 ans. Aujourd'hui, depuis que le Mirena aujourd'hui va là beaucoup plus longtemps. Voilà, beaucoup plus longtemps. Je pense que c'est toujours le cas, mais maintenant qu'il est génériqué, maintenant c'est 6 à 8 ans le Mirena, alors qu'avant c'était 5 ans. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'arrêts du traitement, arrêts dus forcément au saignement, quasiment 25% dans le cas de l'implant. Idem sur le stérilet, même si je trouve qu'en pratique, quand même, ces chiffres me paraissent quand même relativement élevés. La forme injectable est quand même souvent très très mal tolérée. On voit quand même 77% d'arrêt. Et l'inconvénient de la forme injectable, c'est qu'une fois qu'on a fait l'injection, si on saigne, en fait, on est parti pour 3 mois. Et en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et on voit quand même, selon les études, on est quasiment jusqu'à 77% quand même d'arrêt pour cause de ménométrorragie. Donc on a dit dans les effets ménométrorragie, idéalement, c'est d'effets recherchés dans certains cas de la ménorrhée. Je disais tout à l'heure que toutes les études ne retrouvent pas d'augmentation du risque de grossesse extra-utérine, parce qu'on est sur une contraception et en fait le nombre de grossesses a diminué et en fait on n'a pas plus de grossesse extra-utérine que dans la population générale. Dans cette contraception, on n'a que de la progestérone sans oestrogène. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que ça allait avoir un effet sur la masse osseuse? Est-ce qu'on allait avoir une déminéralisation par l'absence d'oestrogène? Absolument pas, ni avec le stérilet, ni avec la pilule en soi, d'accord? Mais par contre, en effet, la forme injectable, on a retrouvé un effet sur la masse osseuse avec un odds ratio à 1,4. On a dit qu'il n'y avait pas de facteur de risque vasculaire, ni artériel ou veineux. On pouvait, en fait, la prescrire, mais on reviendra en cas de thrombophilie ou antécédent à distance, on en parlera, de thrombophilie cérébrale. Ces pilules ont malgré tout un effet métabolique. En fait, on retrouve des fois une insulino-résistance, surtout chez les femmes obèses, mais malgré tout, sans réellement modification de la glycémie. On a un effet également sur le métabolisme des lipides, mais pareil, sans modification du bilan lipidique, mais par contre, cet effet existe. Donc, à surveiller si dyslipidémie associée. Par contre, les études ont montré qu'on avait quand même une prise de poids, et en moyenne, on trouvait que dans les études, qu'il y avait une prise de 2 kg environ, sur l'année. Voilà. Donc je dirais, en ce qui concerne les cancers, bien sûr, contre-indiqué en cas de cancer du sein, mais il n'y a absolument pas, contrairement au progestatif, il n'y a pas d'augmentation du risque du cancer du sein avec les progestatifs, ça n'a pas été démontré. Et avec un effet protecteur, bien sûr, sur le cancer logique de l'ovaire et sur le cancer de l'endomètre. C'est clair? Pas d'augmentation du risque du cancer du sein, effet protecteur sur ovaire et endomètre. Il y a quand même quelques contre-indications. On a dit qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il y a quand même quelques contre-indications. Elles sont rares, mais elles existent. Bien sûr, accident thromboembolique évolutif, d'accord, évolutif, bien sûr, de moins de 6 mois. Contre-indication, bien sûr. Pathologie hépatique sévère, contre-indication, cancer du sein et de l'utérus, et hémorragie génitale non expliquée. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre... Lorsqu'une personne a une hémorragie génitale, il faut savoir pourquoi elle saigne avant de mettre en place une contraception. C'est comme ça. Parce qu'on ne va pas mettre une contraception sur un cancer de l'utérus débutant, sur une pathologie cervicale. Donc il faut d'abord comprendre avant de mettre en route. C'est dans ce sens, ça reste une contre-indication, mais c'est une contre-indication qui est relative malgré tout. Donc en fait, il faut d'abord faire le diagnostic et ensuite mettre en route le traitement.
Je dirais que sur les progestatifs, que contraception probablement d'avenir, malgré tout, on est limité par la tolérance qui est à cause des métroagies, qui est souvent relativement embêtante chez les patients. Je pense qu'il faut qu'on y pense de manière plus fréquente, en fait, parce que c'est une contraception, finalement, avec très très peu de contre-indications, et qu'il faut qu'on la mette le plus souvent beaucoup plus souvent dans notre arsenal de prescription. Parce que les patientes sont souvent méfiantes au début, et je pense que notre manière d'apprendre les choses, de leur expliquer, sont souvent embêtées et n'aiment pas beaucoup l'améliorer. Mais malgré tout, je pense avec un peu d'explication, la tolérance, en tout cas, elles acceptent mieux ce traitement-là. Et qu'on a moins de contre-indications, c'est quand même un traitement qu'il faut qu'on envisage de plus en plus souvent. On va dire deux mots sur les contraceptions d'urgence. On les prescrit très peu, en tout cas, je ne sais pas si vous les prescrivez souvent, mais moi je les prescris très peu. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les contraceptions d'urgence qui sont justement à base de progestatifs sont gratuites pour les mineurs en pharmacie, d'accord? Et sont accessibles sans prescription médicale, donc en fait on ne les prescrit pas souvent. Moi ça m'arrive hyper rarement d'en prescrire, mais c'est important de dire qu'ils sont essentiellement deux. Un à base de lévonorgestrel, c'est ce qu'on connaît tous, hein, c'est le Norlevo, et un deuxième qui est en nom commercial, c'est l'Elarone, d'accord? C'est important de dire qu'il faut que ça soit pris. L'efficacité est plus importante lorsqu'elle est prise rapidement en soi. On peut prendre entre 1 à 3 jours. C'est ça, 3 jours. D'accord? En 0 et 72 heures après le rapport. Bien sûr, la contraception d'urgence va intervenir soit sur un rapport non protégé, soit sur un rapport avec l'oubli de la contraception orale pour éviter une grossesse. L'efficacité est quand même relativement bonne parce qu'on voit équivalente dans les deux cas. On voit que le nombre de grossesses, on est à moins de, en gros, on est à moins de 2% dans les deux cas. Et donc, on a une activité qui est vraiment relativement bonne, mais j'insiste sur le fait que il faut la prendre le plus rapidement possible. Il faut dire aux patients, plus on la prend vite, plus elle est efficace. Par contre, il y a pas mal d'effets indésirables et on voit sur ce tableau que au moins la moitié des patientes ont un effet indésirable. Donc, on a les céphalées, on a les nausées, on a les dysménorrhées, on a les douleurs, la fatigue, les vertiges, les douleurs épigastriques. Ce n'est pas noté dans le tableau, mais forcément, on a une modification du cycle. En motif de consultation, j'ai souvent des patients qui prennent la contraception d'urgence et qui ensuite ont des saignements et que leur cycle se modifie. Ça, c'est quand même plutôt classique et c'est plutôt normal. Et on remarque que les effets indésirables sont quasiment identiques pour les deux types de contraception, donc il n'y a pas de différence réellement entre les deux. On ne peut pas dire qu'il y a une supériorité de l'Elarone par rapport au Norlevo. Donc, pour les progestatifs, efficacité comparable, peu de contre-indications, bien sûr, on a déjà dit ça. Avantage dans certaines pathologies gynécologiques, adénomiose, endométriose, hyperplasie endométriale, et surtout, élément important, pas d'augmentation du risque du virus. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vite, hein. Comment? Je vais vite, hein. Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est... Ah mais c'est bien, on a fini, hein, on va voir non? Non, pas du tout. Merci. Pas de questions? Pas de questions. On va parler des stérilet.
Mais les stérilés, on en a parlé. Le stérilet ou lévonorgestrel, donc forcément le lévonorgestrel, c'est un progestatif. Donc on en a parlé antérieurement, et l'action forcément va être l'action des progestatifs, tout comme les progestatifs par voie orale. Mais on y rajoute forcément une action locale associée. Donc les stérilets, on a deux types de stérilets. Les stérilets au cuivre, donc sans hormones, on va dire ça comme ça. On a les stérilets à la progestérone, avec 3 dosages. Le Pilena, c'est pas très ancien d'ailleurs, le Pilena. Je ne me rappelle plus de la date, mais peut-être 4 ans, 5 ans, le Pilena. Hein? Avec, pardon? Un peu plus. Avec, donc, un dosage à 13,5, un dosage à 19,5 et un dosage à 52, qui est le Mirena, qui était le premier qui a été mis sur le marché. Forcément, on va avoir avec le stérilet, tout comme on a vu tout à l'heure, les effets indésirables qui sont les spottings et la ménométrorragie. Je trouve que le fait d'avoir des dosages qui sont moins importants diminue en fait, même si les études ne le montrent pas encore, j'essaie de regarder dans la littérature, les effets indésirables, surtout chez les jeunes filles. Donc, raison pour laquelle les dosages à 13,5 et 19,5 fonctionnent très très bien chez les jeunes, alors que les dosages à 52, plutôt chez les femmes au-dessus de 40 ans. Comment on va fonctionner? Sur les gamètes, on va avoir un changement du milieu intra-utérin pour entraver et endommager les spermatozoïdes et l'ovule. On va avoir une modification de la motilité tubaire, modification de l'endomètre, modification de la glace cervicale, comme d'habitude. Et ces effets-là, étonnamment, on les retrouve aussi avec le cuivre. Et jusqu'à présent, on ne sait pas bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire, le stérilet au cuivre, on dit qu'il y a une inflammation, on a l'action du cuivre qui est présente, mais malgré tout, on a du mal à comprendre comment il fonctionne réellement le stérilet au cuivre. Les patientes, certaines patientes pensent qu'elles font un avortement chaque mois. En fait, ce n'est pas vraiment le cas parce que l'action est beaucoup plus complexe, comme je leur explique. Celles qui sont je dirais, très croyantes, en fait, sont relativement des fois embêtées par le stérilet au cuivre parce qu'elles ne veulent pas faire d'interruption de grossesse. Elles ont l'impression qu'elles font une interruption de grossesse tous les mois. Ce n'est pas vraiment le cas parce que les mécanismes d'action sont beaucoup plus complexes. Et en plus, d'ailleurs, on ne comprend pas complètement tout. Un stérilet doit se mettre pendant la période menstruelle ou post-menstruelle immédiate, idéalement. Ça veut dire on met ça pendant les règles ou 2-3 jours après les règles. Pourquoi? L'avantage, c'est que premièrement, on a la certitude qu'elle n'est pas enceinte. C'est très important parce qu'on doit pas mettre un stérilet en début de grossesse, bien sûr, ça paraît logique, mais c'est quand même relativement important. Et aussi, on a le col, en tout cas sur le plan théorique, on a le col qui est beaucoup moins sténosé pendant cette période-là, cette période menstruelle. Malgré tout, on peut mettre un stérilet à n'importe quelle période du cycle si on a la certitude que la personne n'est pas enceinte. Donc forcément, test de grossesse, mais malgré tout, je pense que c'est quand même conseillé de la mettre plutôt en première partie de cycle pour avoir la certitude. Parce qu'on peut avoir une grossesse débutante avec un ACG négatif, d'accord, dans les 7-10 jours après l'ovulation. On peut mettre en place un stérilet après une interruption de grossesse de manière immédiate. On peut faire la pause également après un accouchement. Idéalement, en tout cas dans les pays développés, je parle 1 mois après l'accouchement. Il n'y a pas de contre-indication à le mettre parce que dans des pays sous-développés, on le met des fois 48 heures après un accouchement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'expulsions et des douleurs. Donc, je dirais que chez nous, c'est 1 mois après l'accouchement, on peut mettre le stérilet. Et également, on peut mettre un stérilet en post-coïtal. Ça peut faire office de constatation d'urgence jusqu'à 7 jours après le rapport. Donc, une patiente qui a un rapport il y a 5 jours auparavant qui ne veut pas d'enfant et qui veut une contraception, le stérilet va faire office de constatation d'urgence. Donc, post-IVG, immédiat, post-coïtal à 7 jours, post-accouchement à 1 mois.
Les effets indésirables du stérilet au cuivre, essentiellement, ce sont les ménorrhagies. Ménorrhagie avec le stérilet à progestérone, ménorrhagie avec le stérilet au cuivre. Je trouve que quasiment toutes les patientes ont des règles un peu plus abondantes, un peu plus longues. Donc c'est vrai que lorsqu'on va le prescrire, il faut qu'on leur dise, une personne qui a des règles abondantes de 7 jours, il faut éviter de mettre un stérilet au cuivre. Ça va lui faire 10 jours, elle va saigner beaucoup, la tolérance sera forcément mauvaise. Dans ce cas, on va privilégier plutôt un stérilet à progestérone. Les ménorrhagies sont quasiment sont très fréquentes avec le stérilet au cuivre, forcément beaucoup moins avec le stérilet à la progestérone, parce que le but c'est de diminuer l'abondance des règles, et on peut même avoir une aménorrhée secondaire avec le stérilet à la progestérone. On peut également avoir des douleurs. Les douleurs, en fait, sont dues soit à la position du stérilet, ou des fois sur des utérus un peu hypersensibles, à titre de contraction qui est relativement gênante, et qui peuvent entraîner le retrait. Les expulsions également font partie des effets indésirables, beaucoup plus fréquents quand même, je trouve, avec les stérilets au cuivre qu'avec les stérilets à la progestérone, parce que l'abondance des règles et les ménorrhagies vont favoriser également les expulsions. Améliorer bien sûr dans le cadre des stérilets à la progestérone. Et il ne faut pas oublier, ça c'est vraiment très important, des effets indésirables qu'on minore, mais qui sont vraiment très importants pour les patients. Ce sont les effets indésirables de la progestérone, qu'on ne trouve pas avec le cuivre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'hormones, ce sont les troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur, et je trouve que c'est relativement fréquent. Donc il faut, surtout lorsque le dosage de la progestérone est important, donc surtout avec le Mirena, un peu moins avec le Kilena et Jaides, ces patients qui sont un petit peu déprimés, qui ne savent pas pourquoi. Et en fait, lorsqu'il y a un stérilet, il faut qu'on y pense. L'acné, bien sûr, à cause de l'activité androgénique. Céphalée parfois. Prise de poids également. Les tensions mammaires lorsque l'équilibre n'est pas bon. Ces effets secondaires-là, bien sûr, sont quasiment et sont exclusivement secondaires à la progestérone. On ne les retrouve pas, bien sûr, dans les stérilets au cuivre. Oh, c'est quoi ça? On a des contre-indications, bien sûr, à cause du stérilet. Les grossesses, bon, ça ne paraît évident, mais en effet, oui. Une grossesse en cours est une contre-indication. Les infections génitales en cours, je ne parle pas de mycose, mais on parle de salpingite, de péritonite, d'urétrite. Les polypes, forcément, endo-utérins, sont une contre-indication. Parce qu'un polype, ça doit être enlevé, ça doit être analysé. D'accord? Il faut un examen anatomopathologique. Les myomes sous-muqueux, je dirais, c'est une contre-indication relative, tout simplement parce que aujourd'hui, les stérilets à la progestérone sur les petits myomes sous-muqueux peuvent en fait diminuer les saignements et en fait le retrait, l'exérèse du fibrome par hystéoscopie en chirurgie n'est pas forcément indispensable. Bien sûr, on a également, comme on a dit auparavant, les saignements qui sont non diagnostiqués, les cancers, certains troubles de l'hémostase. Ouais. Avec le cuivre, c'est classique, c'est la maladie de Wilson qui est connue. On va dire qu'on va retrouver à peu près sur la part thromboembolique les mêmes contre-indications qu'on a pour les progestatifs, puisque le stérilet à la progestérone, ça reste un progestatif, bien sûr. Et puis en contre-indication relative, on a un diabète mal équilibré sur le stérilet à la progestérone, puisqu'on amène des hormones. La sclérose cervicale, c'est juste une difficulté plutôt à la pose plutôt qu'une contre-indication. Traitement anticoagulant et stérilet au cuivre, ça ne fait pas bon ménage parce qu'on a dit qu'il y avait des ménorrhagies, donc forcément on aura des saignements plus importants avec une anémie secondaire. Le traitement anti-inflammatoire au long cours, ce n'est pas réellement une contre-indication absolue, mais plutôt relative, certes. Et beaucoup d'études ont montré, on en parlera après, contrairement à ce qu'on pensait et ce qu'on dit encore, que les AINS ne diminuent pas de manière formelle et certaine l'action, en tout cas, n'enlève pas l'efficacité du stérilet au cuivre. C'est plutôt ça. C'est plutôt l'aspirine qui a été retrouvée
les patients peuvent prendre des anti-inflammatoires avec un stérilet au cuivre, avec un effet contraceptif qui va persister. Complications, bien sûr, puisqu'on va faire un geste endométrien. Sur un stérilet, on peut avoir des infections secondaires à la pose, raison pour laquelle la pose doit être faite de manière stérile. Gants stériles, des infections à la bétadine, les instruments doivent être stériles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des packs qu'il n'y avait pas il y a très longtemps, des packs qu'on propose à la patiente, qu'elle va récupérer en pharmacie. Il y a la pince de Posy, les pinces sanguettes, il y a tout le matériel nécessaire pour la pose. Infection possible. La perforation également, elle reste rare, mais malgré tout, c'est une erreur de pose, la perforation. Bien sûr, le stérilet, il faut qu'on ait l'habitude d'en poser pour diminuer ce risque-là. L'expulsion, on a parlé tout à l'heure. Grossesse intra-utérine, en effet, parce que, est-ce qu'on a mis, qui reste rare malgré tout, parce que c'est une contraception qui fonctionne très bien. L'avantage, c'est qu'on a un problème d'observance. Et lorsqu'il est posé, qu'il est bien posé, finalement, l'efficacité est bonne. Et on verra que l'indice de Pearl est relativement bon. Les grossesses extra-utérines, j'ai noté, pas parce que ça augmente le risque de grossesse extra-utérine, mais c'est pour dire que contrairement aux idées reçues, les stérilets, aussi bien au cuivre et à la progestérone, n'augmentent pas le risque de grossesse extra-utérine. Et aujourd'hui, toutes les études montrent qu'on n'a pas de sur-risque de grossesse extra-utérine à cause d'un stérilet. Je disais que l'efficacité est excellente. On a un indice de Pearl qui est à 1%. Et lorsqu'on prend le stérilet à la progestérone, une fois qu'on a passé la première année d'utilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'il est posé, qu'il est bien en place et que ça roule. Vous voyez qu'on a 0,09%. Donc je dirais qu'on est largement là, on a une efficacité largement supérieure à celle des pilules. Tout à l'heure, je parlais des interactions médicamenteuses, efficacité. Je disais que l'aspirine, en fait, au long cours, pouvait diminuer l'efficacité du stérilet au cuivre. Les antibiotiques tétracyclines également, sur le stérilet au cuivre. Mais par contre, aucune interaction médicamenteuse ne modifie l'efficacité du stérilet à la progestérone. Donc, pour le cuivre, aspirine, tétracycline, mais par contre, le stérilet à la progestérone, il n'y a pas d'interaction qui modifie son efficacité. Est-ce qu'il y a des questions? C'est génial. Tout est bien expliqué. Pardon? On va dire ça comme ça. On a vu les principales méthodes, donc contraception œstrogestative, contraception progestative, stérilet. C'est l'arsenal qu'on a à notre disposition. Je ne vais pas en parler, mais je vais juste rappeler parce que de plus en plus de patientes aujourd'hui, en tout cas je vois en consultation, parce que dans l'air du temps, en fait on veut prendre de moins en moins de pilules, on veut de moins en moins d'hormones, et donc on revient de plus en plus aux méthodes naturelles. Et donc je peux juste évoquer rapidement, sans en parler réellement, que pour la méthode barrière, parce que les personnes peuvent demander l'information, on a les spermicides, les diaphragmes et les préservatifs féminins. En tout cas, au niveau féminin, je parle. Les spermicides, c'est quoi? Les spermicides, il y a plusieurs formes, je dirais. Ça peut être un gel, ça peut être des ovules, qu'on va mettre dans le tube vaginal, au fond vaginal, avant le rapport, avec le délai varie en fonction du type de spermicide. Ça peut aller pour un gel juste avant le rapport, mais des fois jusqu'à une demi-heure avant le rapport pour les ovules. Donc je dirais qu'il y a une notice en fait pour chaque, et en fait ça varie un peu. Le délai en spermicide et rapport varie en fonction du type de spermicide. Ça se trouve en pharmacie, c'est pas une sans ordonnance. L'efficacité est relative. Dans les
l'indice de, c'est pas un indice de Pearl, mais par contre, on a jusqu'à 18 à 25% de grossesse avec l'utilisation de permissible. Donc, je ne veux pas considérer que ça soit réellement une méthode contraceptive, d'accord? Mais en tout cas, ça fait partie de l'arsenal pour les personnes qui ne veulent pas, en tout cas, de contraception réelle. Les diaphragmes, c'est quoi un diaphragme? Donc, les diaphragmes, c'est un dispositif que la personne va placer dans le fond vaginal. Le principe du diaphragme, en fait, c'est de se mettre au fond vaginal et d'obstruer le col pour empêcher le spermatozoïde de descendre. On en prescrit de manière exceptionnelle. Ça doit se mesurer, le diaphragme, parce que, en fait, forcément, il doit être adapté à la taille du vagin. Il y a des petits anneaux comme ça qu'on va poser pour avoir la bonne taille du diaphragme. L'efficacité est relative parce que la pose n'est pas toujours aisée. Pour les diaphragmes, en gros, dans la littérature, on a à peu près 12 à 18% de grossesse. Et puis, si on fait le diaphragme plus permissible, on est pas mal, on descend à 6%. Donc, je dirais arsenal présent, mais pas toujours pratique. Bon, les préservatifs féminins sont comme des préservatifs masculins, tout simplement, que la personne doit placer dans le fond du vagin avec des fois des canules d'insertion ou une insertion classique de préservatif. Voilà. L'avantage, c'est que ça permet à la patiente de pouvoir maîtriser elle-même sa contraception, et puis ça lui permet de l'avoir avec elle et pas être tributaire de l'homme. Il y a une question. Merci. Chez une femme sans antécédent particulier, vous proposez DIU au cuivre ou à la progestérone en premières intentions? Je dirais, en fait, ce que je dis souvent, c'est que chaque patient, il n'y a pas de contraception idéale. En fait, quand je fais une consultation, je considère que ça n'existe pas la contraception idéale, parce que la contraception, chaque patiente a sa contraception. Sa contraception en fonction de son vécu, de ses antécédents, de ses pathologies et de la manière dont elle appréhende les choses. Donc, je dirais que je ne sais pas que je propose soit des U, soit donc, en fait, je dis à 100% des patients, je dirais que si les règles sont normales, si elle n'a pas d'antécédent particulier, s'il n'y a pas de ménorragie, s'il n'y a pas de fibrome, s'il n'y a pas, et qu'elle n'a rien de particulier, moi je trouve personnellement que le stérilet au cuivre est la contraception idéale. Chez une patiente qui n'a pas de douleur de règles, qui a des cycles réguliers, des règles de 3-4 jours, d'abondance normale, en fait, je trouve que l'avantage, c'est que ça permet qu'elle garde sa physiologie. Et lorsque c'est comme ça, c'est relativement bien toléré, parce qu'il n'y a pas de modification réelle de son fonctionnement. Par contre, s'il y a des règles abondantes, il faut un stérilet à la progestérone. S'il y a des fibromes, il faut un stérilet à la progestérone. S'il y a des dysménorrhées, forcément, les dysménorrhées, il faut besoin de stérilet à la progestérone. Merci. Pardon? Non, je dis que la vie super, merci. Et puis, aujourd'hui, en fait, souvent, je terminerai par la contraception masculine, parce que tout le temps, les personnes me disent est-ce qu'il y a des choses pour les hommes, est-ce qu'il y a des choses pour les hommes, est-ce qu'il y a des choses pour les hommes. En fait, il n'y a rien pour les hommes. Il n'y a toujours rien, il y a beaucoup de choses en cours. Il y a une pilule, il y a de la pilule, il y a des cycles chauffants, il y a énormément, mais en tout cas, rien d'efficace, en tout cas, rien d'efficace. Rien, en tout cas, pour l'utilisation courante. Donc, il y a le préservatif, bien sûr, le retrait, avec une efficacité qui est très, très mauvaise, quasiment 50% de mauvais résultats, lorsqu'on prend des chiffres à 1 an. Et puis, bien sûr, il y a la vasectomie, que je trouve que les hommes prennent de plus en plus en main. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de vasectomie. Ils viennent me voir de manière plus régulière, en tout cas, pour une information. Donc, je dirais sur le plan masculin, aujourd'hui, on est relativement limité par la contraception, sachant que la vasectomie n'est pas une contraception, c'est une contraception définitive qui est équivalente à la ligation de trompe. En conclusion, je dirais que on a un arsenal qui est plutôt grand. La contraception, lorsqu'on la prescrit, elle doit être adaptée à chaque patiente, en fait. C'est du cas par cas, en fonction des antécédents, mais également
en fonction de la psyché, en fonction de l'activité de la patiente. Par exemple, il y a des personnes qui ne supportent pas ne pas avoir de règles, alors qu'en soi, ce n'est pas pathologique, mais intellectuellement, ça ne leur convient pas. Et donc, si on leur met quelque chose qui bloque les règles, obligatoirement, elles reviendront, ça n'ira pas. Et donc, il faut prendre le temps, faire attention, bien sûr, aux contre-indications. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment essentiel qu'il y ait une maîtrise des naissances de nos jours, parce que le taux d'IVG est de plus en plus important. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, ben, nous allons clôturer ce webinaire. Si pas de questions. Docteur Valentin, je te laisse faire le mot de la fin. Oui, merci Docteur Jean-Charles pour ces explications claires qui sont très intéressantes et qui nous ont sûrement beaucoup apporté pour notre pratique quotidienne. Merci de nous avoir consacré votre temps et puis l'URML vous attend pour de prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Bélancule. À bientôt. Merci. À bientôt. Mon voisin. Au revoir. Exactement. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci pour la présentation claire et précise. Donc, Il était là, 1h30, on a fait. oui. Merci Sandrine. Bye bye. Merci.